Dernière animation du Roll Event, une table ronde qui prend pour thème Jouer avec l'indicible, l'héritage des grands anciens. On sera ensemble pendant à peu près 1 heure et demie et je suis en présence de Maxime, qui est illustrateur et BDiste, de Christian, qui est lui-même un grand ancien de l'Appel de Cthulhu, et enfin de Nicolas, qui est l'un des créateurs du jeu de rôle Les Chants de Tindalos. On est réunis dans le cadre du Roll Event pour partager notre passion pour le jeu de rôle, notre passion pour Lovecraft aussi, je crois, il faut le dire, et aussi pour collecter des dons grâce à votre générosité. Ces dons sont destinés à 4 associations: Hopi Clown, la Fondation Théodora, l'Île aux Clowns, les Blues Roses, qui ont pour objectif de divertir des malades et des patients fragilisés dans les hôpitaux, en grande partie des enfants, mais pas simplement des enfants. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit que vous alliez sur le site rollevent.fr, ROLEVENT.fr, et que vous cliquiez sur l'onglet soit faire un don, soit sur la boutique solidaire, où vous pourrez trouver tout un tas de goodies, des vêtements, des potions, des pistindés, des tours à dés, etc., etc. Mais avant de nous lancer, je veux commencer par un tour de table pour que chacun puisse se présenter. Christian, comme je vois que ton micro est ouvert, on va commencer par toi. Bonjour, je m'appelle Christian Lehmann, je suis médecin généraliste, je suis écrivain et je suis rôliste depuis 1977, un temps que beaucoup d'entre vous n'ont pas connu, mais où on avait déjà des dés et des petites figurines en plomb absolument épouvantables par rapport aux standards des figurines qu'on fait maintenant en 3D. Et je me souviens du jour où, pour la première fois, un copain qui était auteur de science-fiction à Oxford m'a fait faire un donjon en me disant, voilà, c'est un jeu où on incarne des personnages. C'était vraiment un donjon porte, monstre, trésor, le truc absolument basique. Et je me suis dit, ça y est, j'ai poussé une porte, ma vie va changer. Et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que ça m'a apporté énormément de choses et dans la vie, par exemple en tant qu'écrivain, ça m'a appris énormément de choses sur la manière de captiver un public, sur la narration, sur la création de personnages, sur la création de personnages non joueurs. Voilà. Ben, super, merci Christian. À toi, Nicolas, ton micro est ouvert. Ouais. Alors moi, je suis rôliste depuis un peu avant le bug de l'an 2000. J'ai commencé, je devais avoir 9 ans en 98, peut-être 10 ans en 99, quoi. Et en fait, j'ai découvert ça j'étais parti en vacances avec ma grande sœur chez son copain de l'époque, et il avait en fait un manuel de Star Wars D6. Et donc moi je lisais ça parce que j'aimais bien les films Star Wars. C'était un peu avant voilà, c'était vraiment l'espèce de rêve, quoi. Et puis il a fait une partie d'initiation. J'ai adoré, c'était un moment absolument magique. Puis je suis revenu dans mon école primaire. Pour moi c'était un truc de grand, de vieux, et puis il y avait cette espèce de magie en fait qui était que j'avais entreaperçue, mais qu'il fallait que je m'approprie. Et donc, du coup, il n'y avait pas de rôliste dans mon entourage. Et donc, j'ai commencé à ma sauce à faire mes trucs. Puis après, j'ai fait ça avec mes amis. On allait dans la boutique de la rue Descartes à Paris. Et puis c'était fichu, quoi. Et donc, j'y suis encore. Et c'est vrai que dans le civil, je suis prof de français. Et c'est un truc le jeu de rôle, ouais, c'est un truc qui m'accompagne dans le rapport aux autres, dans le rapport à la création, dans le rapport à la lecture. Je trouve que c'est vraiment une expérience singulière de moyen d'être ensemble et de partager de la création, du jeu. Ce petit moment, voilà, où il y a un truc qui se joue entre les personnes. Et toi, Maxime, est-ce que toi aussi tu es fichu? Ouais, je pense que, comme tout le monde autour de cette table, on est un peu cantonné. Alors moi, contrairement à vous, je suis un petit peu moins rôliste. Je joue de temps en temps, ça m'arrive avec des amis à moi. On a toujours le même MJ depuis un bon paquet d'années maintenant. Ça doit faire 7 ou 8 ans.
Et on joue à des jeux assez variés, mais ouais, moi je suis moins rôliste que vous. Moi je suis avant tout doctorant en théorie de la bande dessinée à l'université de Poitiers et à l'ESI d'Angoulême. Et du coup, ouais, moi je fais de la bande dessinée, de l'illustration, du collage, et j'écris une thèse sur la théorie de l'adaptation de Lovecraft en bande dessinée, voir si l'irreprésentable et l'indicible, on peut le dessiner. Eh ben, c'est parfait, ça me permet de rebondir sur la question un peu que je voulais vous poser à tous, parce que je crois qu'on est tous fans de Lovecraft ici. Comment est-ce que vous l'avez découvert? Moi, j'en ai un souvenir très précis, c'est ma prof de français qui nous avait fait lire en quatrième un petit recueil de nouvelles fantastiques, et là, j'avais découvert Lovecraft, et ça a été l'épiphanie. Peut-être Maxime, puisque tu as parlé en dernier, on peut reprendre par toi? Ouais, bah moi j'ai découvert Lovecraft, j'étais au collège, c'était dans le CDI de mon collège. J'avais, je sais plus qu'est-ce que j'ai, je crois que c'était du Stephen King, et la bibliothécaire du collège avait l'intelligence d'avoir mis un recueil de Lovecraft. C'était le recueil Dagon, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai découvert ça, je devais avoir 13 ou 14 ans. Au début, j'avais beaucoup de mal à le lire, puisque c'est pas forcément une lecture qui est adaptée, c'est très cryptique pour des collégiens. Mais je revenais dessus récemment, enfin récemment, pardon, je revenais souvent. Et en fait, arrivé un moment où je m'y suis mis sérieusement. Et bon, du coup, ça fait ouais, pas loin de 10 ans que Lovecraft m'accompagne vraiment quotidiennement pour le coup. Et toi, Christian, ça a été contemporain de la découverte de Donjons et Dragons? Non, non, parce que Donjons et Dragons, je devais avoir 18-19 ans en 77. Non, c'est quand j'avais 13 ans, j'avais le compagnon d'une de mes cousines qui était fan de Lovecraft, euh, qui m'a parlé de ça. Il faut comprendre que c'est au début des années 70, donc à ce moment-là, la littérature d'horreur en France, c'est quand même extrêmement réduit, hein. C'est un pays qui est cartésien. C'est un pays dans lequel on ne parle pas d'orques et de gobelins, et si vous citez le Seigneur des Anneaux, on vous plonge la tête dans les cuvettes des chiottes au collège parce que vous êtes un taré. Et les histoires de fantômes, si j'ose dire, ça n'intéresse personne à part Maupassant et quelques auteurs qu'on va considérer comme accessibles. Et donc, il m'a parlé de Lovecraft. J'ai commencé à lire, j'ai lu des nouvelles courtes. Je les ai trouvées extrêmement puissantes à l'époque, sans pouvoir définir ce qu'il y avait de si extraordinaire, l'histoire du mythe, etc. Mais plutôt ce truc qui me semblait étonnant, c'est ces gens qui écrivent sur un coin de table à la lumière d'une flamme vacillante les dernières lignes qu'ils écriront avant voilà, d'être détruits, de passer dans autre chose. L'idée que plus tard, un jeu de rôle pourrait être créé et qu'on pourrait jouer des personnages dans ce type d'univers dans lequel le personnage semble être simplement pris dans une machine qui va l'écraser, m'avait pas du tout, je veux dire, ça faisait pas du tout partie de mon imaginaire au départ. D'accord. C'est vrai qu'on je pense spontanément à, j'ai tiré, 6 balles, le début, je crois, de celui qui chuchotait sur le seuil, je sais plus Le exactement. monstre sur le seuil. Le monstre sur le seuil, j'ai tiré, 6 balles dans la tête de mon meilleur ami, et pourtant je veux prouver par le présent écrit que je ne suis pas son meurtrier. Nicolas, toi, comment est-ce que tu as découvert Lovecraft? Je suis pas certain. J'ai l'impression de l'avoir connu enfin, depuis longtemps, quoi. Je sais pas si j'ai commencé par le jeu de rôle ou si c'est le compagnon de ma mère enfin, qui m'a filé plein de bouquins, qui m'a refourgué Lovecraft. Je sais pas si c'est l'œuf ou la poule. Ce que je sais en tout cas, c'est que j'étais dans la littérature de l'imaginaire depuis longtemps. J'avais beaucoup bon, évidemment, tout ce qui était Donjons et Dragons, il y avait déjà l'influence du premier Baldur's Gate, le jeu vidéo qui portait, quoi. Il y avait aussi, moi j'avais beaucoup aimé Magie pour, il y avait Zelazny avec Ambre et tout ça, et puis il y avait le Trône de Fer, l'Assassin Royal. Donc j'avais envie de basculer vers des sujets un peu plus adultes, un peu plus sombres. En même temps, je traînais un peu du coup sur dans le, on va dire dans le web rôliste
de cette époque. Et il y avait des gens qui parlaient de l'Appel de Cthulhu, qui était un jeu de rôle plus dans l'immersif, plus dans l'ambiance. Et je me suis dit, ah, mais ça a l'air génial. Et donc, je ne sais pas si je vais commencer par le jeu de rôle et qu'ensuite j'ai lu les œuvres littéraires ou si c'est l'inverse. En tout cas, pour moi, il y avait ce truc qui était une espèce comme ça de diamant noir ou d'une espèce de trou noir où je me disais, mais en fait, il y a quelque chose qui va me toucher dans la détresse des personnages, dans le côté sombre, dans le côté, il y a, enfin voilà. Et donc je suis allé vers là-bas. Je me rappelle que j'ai commencé par La couleur tombée du ciel et que j'avais trouvé ça fantastique. Vraiment, j'étais scotché et j'ai toujours beaucoup aimé. En fait, ça m'a donné le goût ensuite, vraiment de cet aspect sédimentation de couches historiques qu'on trouve aussi chez Lovecraft, les récits imbriqués et ce côté, ça donne envie de gratter. Et donc, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma scolarité parce que en fait, quand j'avais des cours d'histoire, je me disais, mais comment est-ce que je vais caler ça dans un scénario de jeu de rôle? Et donc, en fait, j'étais pas forcément extrêmement toujours très scolaire, mais j'étais vraiment intéressé parce qu'il y avait en fait, j'ai besoin d'un cadre réaliste pour pouvoir créer une histoire où il y a quelque chose qui n'est pas dissible. Et donc, en fait, ça m'a aidé à plus appréhender la réalité. Ok, merci beaucoup pour ça, Nico. Tu me permets de faire d'aborder le premier thème qu'on va explorer tous ensemble, qui est l'héritage de Lovecraft et éventuellement des autres auteurs d'horreur. Qu'est-ce qui nous fascine autant? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, je crois qu'on peut tous partager le constat que même si Lovecraft a été originellement publié dans des fanzines tels que Weird Tales, des fanzines de seconde zone, c'est devenu un auteur absolument majeur et incontournable, à tel point que des grands romanciers d'aujourd'hui, comme Stephen King, ou des grands cinéastes comme John Carpenter, s'en revendiquent de manière extrêmement explicite. Donc la question, c'est pourquoi? Et un premier point, est-ce que c'est en raison de l'indicible et de l'inqualifiable? Est-ce que c'est des bons moteurs horrifiques? Est-ce que c'est des bons leviers d'appropriation? Je ne sais pas, Maxime, peut-être que tu as ou quelqu'un d'autre, mais Maxime, par exemple, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Oui, bien sûr. Je pense que, comme l'a dit Nicolas, la force de Lovecraft, c'est qu'il ancre vraiment ses récits dans le concret, en fait. C'est dans le réel. Il a utilisé, surtout sur une partie de son œuvre, tout un jargon qui est très scientifique, qu'il maîtrise, ou qui fait semblant de maîtriser certaines fois. Mais c'est des choses qui, si on prend les montagnes hallucinées, il y a des moments où un des personnages est géologue et on nous parle de cailloux, quoi. C'est que c'est vraiment très concret. Mais nous, lecteurs qui ne sommes pas géologues, on est perdus. Mais cette façon d'ancrer en fait l'histoire dans le concret, en fait, dans le réel, ça permet qu'on puisse se l'approprier beaucoup plus facilement. Parce qu'on a vraiment ce ressenti de témoignage et c'est plus malléable pour nous. Et je pense que alors il n'a pas pu le voir de son vivant malheureusement, mais au moment où Derleth a pu récupérer et faire la Arkham Library, ils ont pu populariser tout un genre qui n'était pas nouveau, mais qui, pour l'époque, apportait un sentiment particulier où on ne sait pas si on lit un témoignage ou si on lit de la fiction. Et c'est pratique, surtout quand je pense à Carpenter, quand on voit dans The Thing. The Thing, c'est évidemment un film très Lovecraftien, mais c'est vraiment quelque chose, presque c'est une adaptation de Lovecraft, quoi, à demi-mot. C'est qu'on a des choses qui sont tellement prises de Lovecraft ou de ce qui en a découlé, qu'arrivé à un moment, on ne sait plus si c'était une adaptation. Alors j'ai un trou de mémoire. Quand tu as parlé de Carpenter, je réfléchissais, je ne sais plus le nom du bouquin de base qui sert à l'adaptation de The Thing, mais on s'en est détourné un petit peu pour montrer que la chose, sans gâcher le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais la chose, c'est une chose Lovecraftienne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer. Et là, pour le coup, Carpenter joue vraiment là-dessus, c'est qu'on ne voit pas sa forme. On voit des formes, on voit des apparences, mais ce n'est pas une forme qui est concrète. Et je crois que Christian, tu voulais intervenir. Oui, je crois que ce qu'il y a de fort chez Lovecraft, c'est que les choses monstrueuses qu'il nous montre sont des choses d'après Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas de Dieu, de diable, un univers quand même s'il fait peur,
qui, depuis les temps médiévaux jusqu'en 1800, 1900, est bien cadré. Il faut aller à l'église le dimanche, vous serez sauvé, il y aura rédemption de votre âme. Là, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Ce que vous avez pour faire face à quelque chose d'absolument terrifiant qui peut détruire l'humain simplement en étant vu, en étant aperçu, c'est éventuellement un vieux grimoire poussiéreux dont les pages se déchirent et dont la couverture semble avoir été faite en peau humaine, dans lequel il y a la transcription depuis l'arabe jusqu'au vieux germanique d'un truc qui pourrait éventuellement les contenir pendant 3 minutes, le temps d'essayer de sortir de la grotte. Et voilà, le fait qu'on n'est plus dans tu as été méchant, le démon va venir cogner à ta fenêtre cette nuit, c'est une nouvelle forme de terreur. Et quand tu parlais, Maxime, de The Thing, qui est extraordinairement puissant, bien sûr que c'est totalement Lovecraftien. On a une douzaine d'humains qui sont face à quelque chose qui, quoi qu'il arrive, est tellement plus puissant, plus complexe qu'il va les détruire. Comme dans Alien, on n'est pas du tout dans un truc du style je me bats contre un démon mineur dans une région des Carpates et nous savons qu'il a peur de l'ail, de l'eau bénite et de la croix. Non, on est face à quelque chose de terrifiant. Et ce qui est très intéressant dans l'appel de Cthulhu, parce que moi j'ai commencé comme plein de gens avec une des diverses déclinaisons de Donjons et Dragons, que j'aimais beaucoup, c'est deux choses. C'est que dans Donjons et Dragons, même si on n'est pas un gros bill, de scénario en scénario, on passe du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, on acquiert une baguette avec 5 sorts pour endormir, etc. On monte. Dans l'appel de Cthulhu, on est des humains. Et ce qu'on accumule, c'est éventuellement des armes et quelques sorts, mais au fur et à mesure qu'on est confronté à l'indicible, on perd en santé mentale, on se fragilise. Et en fait, c'est une sorte d'allégorie de ce que c'est qu'être humain. C'est-à-dire qu'être humain, c'est apprendre que ça va finir à un moment, qu'on ne va pas devenir un super bourrin du niveau 18 qui se bat contre des êtres galactiques. On va rester un être humain qu'une seule balle dans l'épaule peut mettre à terre. Et ce que je trouve aussi qui est extrêmement intéressant dans l'appel de Cthulhu, qui est tiré de Lovecraft, c'est qu'on joue dans un univers qui... Alors, il y a Delta Green qui se passe de nos jours, il y a 1890, on peut jouer dans Cthulhu Invictus à l'époque romaine, mais au départ, l'époque bénie, c'est l'époque classique, comme on dit, qui est l'époque années 20 et années 30, et en tout cas, quand moi j'ai commencé à jouer au début des années 80, parce que maintenant, il y a du temps qui est passé, mais les années 20-30, c'est assez proche, c'est-à-dire c'est suffisamment proche pour que nous sachions comment fonctionne le monde. Je m'explique. Je suis dans un jeu médiéval fantastique. Je suis dans une auberge. Il y a un bourrin qui vient me faire chier à ma table. Ça se passe mal et malencontreusement, ma dague se retrouve dans sa jugulaire. Il pisse le sang, il tombe à terre. Je ne sais pas du tout, suivant le jeu, si l'aubergiste va juste râler un peu, le prendre par les pieds et le tirer derrière et le mettre chez les porcs, ok, pour le cochon salé de ce soir, ou bien s'ils vont appeler la garde et si je vais être pendu. Alors qu'en 1920-1930, je sais que si j'ai une rixe dans une auberge à Boston et que je tue quelqu'un, je sais ce qui va se passer. C'est un univers qui est suffisamment loin pour être étrange, un peu ésotérique, et en même temps dont on connaît les règles qui ressemblent à nos règles humaines. C'est très intéressant. Ça me fait penser à un truc, et Nico, je te donne la parole juste après. C'est vrai que 1920, on est en plein dans la période que Max Weber appelle celle du désenchantement du monde, et donc où la rationalité scientifique domine, et en même temps, l'horreur Lovecraftienne, c'est l'irruption d'une pluralité d'ontologies, enfin d'une autre ontologie, une autre explication du monde, qui réinvestit Dieu. Je sais pas, je trouvais que ça résonnait avec ce que tu disais, Christian, et je te laisse la parole, Nico.
Ouais, alors moi, il y a 2 choses. Je vais commencer par, ce que tu viens de dire sur cette proximité, en même temps distance qui permet une appropriation. C'est vrai que, bon, dans la création de notre jeu, on est resté dans les Champs de Tindalos, on est resté nous dans le côté, 1920 parce qu'en fait, effectivement 1920 c'est un lointain et en même temps c'est proche et en même temps il y a des problématiques, il y a la grippe espagnole, donc le problème de la santé, il est présent. Il y a, la voiture, le téléphone, il y a le début de la société de consommation. On n'est pas dans un ailleurs complet et en même temps, il y a cette étrangeté qui permet d'avoir un dépaysement. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les années 20, même si on est en c'est 2023, pardon, ça colle toujours, même si on est, il y a toujours ce truc-là, en tout cas, je trouve, même si on est plus loin que dans les années 70. Moi, voilà, c'est un truc, en tout cas, je sens cette proximité. Il y a cette adhésion avec les joueurs, même des jeunes joueurs qui sont nés après l'an 2000. Heu, enfin, moi, ce que je voulais revenir sur ce truc que tu disais au tout début de ta prise de parole, d'avant, c'est que pour moi, Lovecraft, il dit un truc de la détresse, métaphysique, en fait, de l'homme, tu vois? Il y a ce côté, oui, bah, il y a plus de Dieu, il y a plus rien et en fait, plus j'avance, plus je me cultive, alors c'est peut-être, enfin, plus j'apprends des choses sur le monde, bah, moins j'ai de certitude. Et cette espèce de cri de détresse et bah, ouais, on est dans le noir et il y a personne qui va venir nous aider et s'il y a quelque chose, bah, peut-être que c'est un alentour inquiétant, de quoi l'humanité est capable, cette espèce de noirceur, on n'a pas besoin de démons et cetera. Alors oui, ça va prendre des formes, métaphysiques, mais pour moi, voilà, en tout cas, il y a une mise en jeu métaphysique chez Lovecraft qui fait, en fait, qu'on se le réapproprie toujours encore et que c'est parce que justement, le monstre, on ne le voit pas clairement, il n'a pas une forme définie, que, on peut tous projeter nous-mêmes ce qu'on a à projeter sur lui et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a eu autant de succès dans le cinéma, parce que le cinéma, les arts visuels, il y a ce côté de le défi de montrer l'irreprésentable. Tu vois, que ce soit que toute la trilogie de l'Apocalypse de Carpenter, il y a aussi, Prince of Darkness et In the Mouth of Madness qui forment une espèce de trio et il y a cette espèce de truc effectivement, où je sens l'héritage Lovecraftien. Après moi, je suis pas très calé pour en parler, donc je vais redonner la parole. Voilà, je voulais juste dire ça. Bah, on aura l'occasion de toute façon d'y revenir hein, dans le troisième thème quand on parlera de l'adaptation et de la représentation de Lovecraft. Moi, je peux dire déjà tout de suite, je peux déjà conseiller un livre de l'anthropologue Grégory Delaplace qui s'appelle Les intelligences particulières, enquête dans les maisons hantées d'Angleterre, où il dit ça précisément, hein, que l'horreur, en fait, elle se donne de biais et qu'elle souffre d'un défaut de qualification. Et on verra ça chez Lovecraft si on a le temps d'aborder le point du vocabulaire. C'est que c'est toujours abordé par la négative, c'est le non-euclidien, l'immonde, l'indicible, l'irreprésentable. Alors moi, je voulais aborder le point suivant aussi. Euh, j'ai intitulé cette table jouer avec l'indicible héritage des grands anciens. C'est évidemment une référence au mythe de Cthulhu, mais on n'a parlé que de Lovecraft depuis le début. Alors, je voulais vous poser la question, pourquoi est-ce qu'on parle de Lovecraft plutôt que d'un autre? Pourquoi Lovecraft plus que Poe, plus que Robert Louis Stevenson, plus que Arthur Machen, plus que Daphné du Maurier, par exemple? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Vas-y, Christian. Oh, je serais très très basique. Je dirais que c'est parce que Sandy Peterson s'est basé sur l'œuvre de Lovecraft pour Chaosium pour créer l'Appel de Cthulhu. Qu'ensuite, il y a eu d'autres jeux de rôle sur l'horreur, comme en France Maléfice, puis Crime, et puis beaucoup d'autres. Et qu'il se soit nourri du travail d'auteurs français, j'ai cité Maupassant, on pourrait citer Ray, Malpertuis, d'autres, c'est une possibilité. Mais le canon de départ, je dirais, c'est l'Appel de Cthulhu et c'est Sandy Peterson. Il y a une chose sur lequel il ne faut pas mettre un voile pudique, bien entendu, c'est tout ce qui ne va pas chez Lovecraft. Hein, son sexisme, son antisémitisme, son racisme. Lovecraft, c'est quand même
c'est quand même, il y a des choses qui sont très pénibles à lire. Alors on peut dire: «Oui, mais c'était avant, il faut séparer l'homme de l'artiste, dans les années 20-30, tout le monde était raciste, antisémite». Oui, peut-être pas à ce niveau-là, c'est quand même très, très puissant. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, des auteurs qui ont été chez Chaosium et qui continuent à écrire aujourd'hui sur, l'appel de Cthulhu, comme mon ami d'origine portoricaine Oscar Rios, qui est l'auteur de Cthulhu Invictus, euh, ont fait un travail, et d'autres aussi, des rôlistes racisés, comme on dit, ont fait un travail pour se réapproprier Lovecraft en mettant en avant justement ça, en utilisant des personnages, joueurs ou non joueurs, dans des intrigues où il y a des personnages LGBT, où il y a des personnages queer, où il y a des femmes, où il y a des noirs, et dans lequel cette problématique de la violence de l'humain contre les autres humains est parfois pire que l'horreur Lovecraftienne. Donc, je ne voudrais pas qu'on passe sous silence ce truc-là. C'est-à-dire, si Lovecraft est un des auteurs préférés de Houellebecq, qui a écrit d'ailleurs un très bon bouquin dessus, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il partage cette détestation de l'humain et ce racisme pur et dur. Et donc, il faut aussi, nous, un siècle après, sans se flageller, etc., parce que je veux dire, quand j'avais 13 ans, je ne m'en rendais pas très bien compte. OK. Mais autant, par exemple, quelqu'un comme Tolkien est souvent utilisé par l'extrême droite en Italie. Par exemple, Giorgia Meloni cite souvent Tolkien, en parle. Quand elle était plus jeune, elle adorait ça. Et ce qui fait bander, soyons clairs, les fascistes italiens et ailleurs, c'est l'idée des Rohan, les Rohirrim, ces grands chevaliers blonds avec une longue crinière qui se battent contre des saloperies d'orques qui sont tout noirs. Ok ? Sauf que c'est pas du tout ce que dit Tolkien. Il y a un moment où Sam et Frodo se trouvent tapis dans un buisson, et à côté d'eux, il y a un soldat Haradrim qui est tombé d'un olifant et qui est mort. Et Sam dit, et on dit, Sam voyait cet homme à la peau noire qui était venu d'un territoire très très lointain, à qui on avait vendu des trucs, etc., qui est venu se battre et qui était probablement un humain comme les autres. Et d'un seul coup, ça casse complètement cette lecture fascistoïde. De la même façon, je rappelle, mais tout le monde le sait, que quand les éditeurs allemands ont demandé un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale à Tolkien de prouver qu'il était arien, il a répondu, bah, écoutez, j'ai pas très bien compris ce que vous me demandez, mais si vous me demandez si j'ai du sang juif, malheureusement, je ne fais pas partie de cette race. Et je trouve que votre demande est particulièrement désagréable. Ok, Lovecraft, c'est pas du tout ça. Lovecraft, le Troisième Reich lui aurait écrit en lui demandant est-ce qu'on peut vous publier en allemand, il aurait été ravi d'être reconnu pour ce qu'il était, un membre de la race supérieure. C'est un truc avec lequel il faut enfin, sur lequel je ne veux pas qu'on passe, pardon. Voilà. Alors, fort heureusement, il est mort en 1937 et on n'a pas l'opportunité de l'avoir vu à l'œuvre, fort heureusement. Ce que tu dis, ça me fait penser également à Jordan Peele, hein, qui amène ces problématiques-là de l'exclusion des Noirs, à la fois dans Lovecraft Country qu'il a produit et dans l'excellent Get Out, où les criminels, bon, je spoil, hein, mais où les criminels ont des motivations racistes. Donc merci de l'avoir rappelé, Christian. Est-ce que peut-être quelqu'un d'autre veut intervenir à ce sujet-là? Ouais, Maxime? Je me permets de rebondir sur ce que Christian disait, qui est très vrai, et il ne faut vraiment pas omettre cet aspect-là de Lovecraft, même si à la fin de sa vie, avant de mourir, il se serait repenti de ce qu'il a dit avant. Je rebondis vraiment là-dessus, c'est que Lovecraft et l'horreur chez Lovecraft, la vraie horreur, c'est pas les créatures, c'est pas Cthulhu, c'est pas Yog-Sothoth, tout ça. Ça, on s'en fiche, c'est une chimère en fait. Ce qui nous fait peur, c'est de nous rappeler qu'on est humain. Et en fait, la misanthropie de Lovecraft, elle est tellement présente tout le temps
qu'il n'a pas peur des minorités, il n'a pas peur uniquement, en tout cas, des minorités. C'est qu'il a un très fort a priori dessus, malheureusement. Et le problème de Lovecraft sur certaines nouvelles, je pense à La Rue, qui est franchement quasiment illisible. Hein. C'est très difficile encore aujourd'hui de la lire parce qu'elle est très violente. Mais on peut jouer autour de cette misanthropie et de ce racisme. Et je pense à Corben qui a fait une adaptation de La Rue en bande dessinée. Elle est brillante son adaptation parce qu'il utilise le prétexte de La Rue, des écrits qu'il y a dans La Rue, pour le retransmettre dans les années 80 avec des Afro-Américains et du racisme qu'ils ont vécu et qui vivent encore aujourd'hui. Et c'est des parallèles qui sont en fait très actuels, et Lovecraft est aujourd'hui encore très actuel parce qu'il résonne constamment. Et on le voit avec le racisme actuel qu'il y a en Italie, comme tu le disais, Christian. Oui, c'est quelque chose qui est permanent, et malheureusement, on a accès à ça, où on voit que régulièrement, les grands auteurs sont récupérés par les partis d'extrême droite pour transformer le discours. Un des exemples les plus connus, c'est Nietzsche, où pendant des années, on l'a catalogué de nazi, alors que bon, dans les faits, c'est sa sœur qui était surtout, qui avait un petit penchant sur le nazisme. Mais encore, ça, c'est un autre sujet infini. Mais c'est des choses de récupération qui sont faites. Et j'ai l'impression que Lovecraft n'a pas comment on pourrait dire ça? Il n'a pas le charme d'un cavalier du Rohan ou quelque chose d'elfique de chez Tolkien, parce que c'est quelque chose de très poisseux toujours, c'est très crade. Et quand on voit les écrits de Lovecraft, que ce soit les héros, les protagonistes ou n'importe qui, ça baigne dans quelque chose de sale. Et ça nous met mal à l'aise, qu'on soit d'accord avec ses idées ou non. Et là-dessus, c'est là où il est très fort. C'est que je pense qu'il arrive à faire flipper des fascistes. Enfin, j'espère en tout cas qu'il y arrive. Ça, mais c'est vraiment la misanthropie de Lovecraft qui est vraiment la source de l'horreur avant la chimère qui pourrait être le Grand Ancien ou tout ce qui a été fait après, ou son espèce de cosmogonie, pas vraiment de lui, mais c'est quelque chose, je pense, qui est crucial. Merci, merci Maxime. Je sais que Nico, tu voulais rebondir, et c'est vrai que c'est très étrange, hein, enfin, comment dire, le fait que Lovecraft ait parlé au-delà de ses frontières idéologiques, et qu'encore aujourd'hui on s'en revendique. Voilà, je vous remercie tous, hein, d'insister sur cet héritage politique-là. Nicolas, à toi. Ouais, moi je pense qu'effectivement, et notamment dans le jeu de rôle, hein, c'est un truc auquel effectivement il y a une réappropriation de Lovecraft, et donc effectivement on peut pas passer sous silence ce côté-là extrêmement problématique. Il y a aussi quelque chose vraiment de, enfin, le racisme de Lovecraft, il a un côté, il est mort en 37, il est mort avant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, il y a un aspect biologique extrêmement présent, un racisme, voilà, dans Innsmouth qui vraiment en fait, on va dire, tu vois, l'exemple des cavaliers du Rohan, et cetera, l'appropriation explicite de la dimension raciste, elle est plus simple, pour les fascistes à adopter publiquement, parce qu'en fait, elle se pose comme un truc civilisationnel en même temps. Alors que chez Lovecraft, c'est vraiment, bah, voilà, c'est du racisme, enfin, début du XXe siècle. Donc, mais voilà, toujours est-il, mais il y a pas que dans le, ouais, je te donne la parole, dans un instant, juste, il y a pas que dans le côté biologique, il y a aussi en fait cette espèce de vision globale du monde, cette idée, cette espèce de fièvre réactionnaire, hein, qu'on retrouve partout, et qui rend Lovecraft extrêmement actuel. En tout cas, quand on se le réapproprie en tant que rôliste, je pense qu'il est important, c'est de la responsabilité des auteurs de jeux de rôle, de faire en sorte de dire on ne pourra pas vous empêcher de jouer comme vous voulez dans le cadre qu'on propose, mais on vous dit que, enfin, on construit un monde, voilà, dans Tindalos, où bah oui, c'est un composant de l'horreur, c'est un truc qui est dégueulasse, et oui, ça fait peur, et c'est une peur, bah, une vraie peur, voilà. Voilà, Et Christian, le mot de la fin à ce sujet?
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que tu dis sur Innsmouth, etc. Il y a un truc chez Lovecraft, biologique, effectivement, c'est ce truc, c'est c'était mieux avant. J'aurais préféré vivre à Providence en 1770, quand j'aurais eu mon beau jabot, etc., et qu'il n'y aurait pas eu des niakoués partout autour de moi. Et en même temps, je suis terrorisé parce que quand je me regarde dans la glace, je commence à voir que j'ai les yeux qui sortent un peu, qui s'exorbitent, et je me demande si je n'ai pas dans mes gènes à moi quelque chose de ces races sous-jacentes. Il y a une espèce de terreur complète de la dégénérescence de l'humain. Je veux dire, si The Thing est si Lovecraftien, c'est bien que tu sais jamais si tu es face à un humain ou à quelque chose d'autre qui est en train de se transformer. Mais j'en resterai là pour l'instant. Bon, j'ai oublié de rallumer mon micro. Merci pour ce mot de la fin. Peut-être pour conclure ce premier point, est-ce que vous avez des recommandations un peu de derrière les fagots d'œuvres, livres, auteurs Lovecraftiens? À titre personnel, je vous donne la mienne, une petite nouvelle qui s'appelle Le Grand Dieu Pan d'Arthur Machen, écrit en 1898. C'est très pré-Lovecraftien, c'est génial. Christian, vas-y. Alors moi, le problème, c'est que malheureusement, c'est un bouquin qui doit faire 500 ou 600 pages, qui s'appelle La Maison des Feuilles, de Daniel Zanielewski, et très rapidement, C'est Marc Danielewski. Marc Danielewski, c'est l'histoire d'un homme qui est documentariste, qui a fait des documents sur le Vietnam, etc. Ça doit être dans les années 80-90, qui se rapproche de sa famille, de sa femme et de ses enfants, qui achète une grande maison. Si vous avez lu Stephen King, vous savez que c'est jamais une bonne idée d'acheter une grande maison. Mais le problème de cette maison, c'est qu'elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il essaye de mettre dans un recoin, il essaye de mettre une tablette, etc. Il se rend compte que la maison est plus grande. Et il y a une exploration dans cette maison, il y a quelque chose à l'intérieur de la maison, etc. On passe dans un autre univers. Je ne veux pas spoiler, il n'y a pas forcément de monstres visibles comme dans là, mais c'est aussi terrifiant que les moments où dans Lovecraft, on passe dans un univers complètement différent. Je pense que c'est un des plus grands romans que j'ai lus ces 30 dernières années, La Maison des Feuilles de Marc Danielewski, et ça a été republié en français, je crois aux éditions Toussaint, l'ouverture, il y a quelques semaines ou mois. Oui, oui, c'est il y a quelques mois. C'est aussi une narration très, enfin, par patchwork, c'est très intéressant dans la construction, littéraire et je crois, pour finir là-dessus, que Bret Easton Ellis, en faisait le plus Lovecraftien des romans, depuis Lovecraft. Maxime, peut-être? Ouais, 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 je salue la référence qui est très belle et pour l'anecdote très rapide, c'est un bouquin que j'ai cherché avant la réédition de Monsieur de son ouverture, qui ouais, date de début d'année, je crois, pendant mais peut-être 10 ans, comme le Necronomicon, quoi. J'étais à la quête de ce truc, impossible de le trouver à un prix raisonnable et j'ai fini par le trouver en brocante à 10 centimes perdu, c'était incroyable. Donc vraiment, il y a une histoire autour de ce livre. Je pense qu'il ne faut pas trop en dire, il faut lire le livre, il est fou. Mais non, en recommandation, j'hésite entre deux, donc je vais faire les deux. The Lighthouse de Robert Eggers, qui est un film sorti en 2019, profondément Lovecraftien, qui est, je pense, le meilleur film Lovecraftien qu'on ait jamais eu. C'est brillant du début à la fin. C'est avec Willem Dafoe et Robert Pattinson qui sont perdus en gardien de phare sur une île. C'est une espèce de huis clos très particulier, mais c'est vraiment brillant. Et pour saisir la façon dont écrit Lovecraft et le style Lovecraftien, parce qu'on résume souvent Lovecraft au genre Lovecraftien, et plein de questions là-dessus. Est-ce que Lovecraft pourrait être Lovecraftien au terme actuel? Mais ça, c'est d'autres sujets. Je pense que ce serait cool de lire la nouvelle D.R. Morphing de Borges, qui est la seule nouvelle où il rend hommage à un auteur, qui est un auteur qu'il n'aimait pas forcément beaucoup, du coup, qui est Lovecraft, où il écrit dans le genre Lovecraftien. Et vraiment, c'est une chouette nouvelle. C'est clairement pas la meilleure de Borges, mais c'est, je pense, une bonne recommandation pour saisir qu'est-ce que c'est que l'écriture Lovecraftienne profondément. Et si je me trompe pas, c'est dans le recueil, Le Livre des Sables. Exactement.
Et Nicolas, à toi. Alors moi, je vais donner 2 références. La première, c'est un film de Stuart Gordon, Dagon, qui est sorti en 2001. C'est un film qui a des imperfections. C'est pas un film parfait, mais c'est un film, je trouve, enfin, je sais pas, il y a des passages un peu kitsch, mais je trouve ça pas dérangeant parce qu'il y a cet aspect, partage et réappropriation qui me semble essentiel, dans Lovecraft. C'est transposé, hein, au large de l'Espagne. Innsmouth devient Inboca et il y a une musique qui me plaît beaucoup. Donc ça, voilà, je trouve que c'est bien, vraiment, moi ça me parle. Et puis alors c'est pas à proprement parler Lovecraftien, c'est un petit poème, de Maurice Rollinat, qui est un auteur de la fin du 19e, un poème qui s'appelle «Le rire». Et en fait, je trouve que c'est un poème, en fait, qui parle ces rires nerveux et sardoniques qui fait grimacer la douleur et dont le timbre satanique est la musique du malheur. Et en fait, c'est cette espèce de la description de ce rire, les rires ner vraiment le rire, face au vide, à cette angoisse métaphysique de la mort des proches, de la solitude, en fait, face au néant et à la mort, hein, qui approche. Et je pense que voilà, ça donne, quelque chose, voilà, qui donne envie de ça se rapproche un peu du truc que je trouve chez Lovecraft, qui est on est au bord du gouffre. Dans les commentaires, Banane Bleu nous dit oui, la Maison des Feuilles et recommande des vidéos YouTube très instructives là-dessus. Et Poulpe aux Fraises nous dit que la musique de Dagon est très efficace pour masteriser, ce avec quoi je suis parfaitement d'accord. Maxime, ouais, le mot de la fin. Ensuite, on passe. Je rebondis très vite sur la musique. Je vous conseille le groupe The Great Old Ones, qui, pour vos parties de jeux de rôle, peuvent être vraiment, vraiment très puissantes. Et c'est un groupe français, peut-être de Nantes, mais je ne vais pas dire de bêtises, qui dédie leur groupe à traduire Lovecraft en musique. Et je pense que ça vaut le coup de jeter une oreille. C'est vraiment puissant. Eh ben, merci beaucoup pour cette dernière recommandation, Maxime. On va passer au deuxième point. Pourquoi la forme du jeu de rôle se prête-t-elle aussi bien à l'adaptation de Lovecraft? En attendant, je vous rappelle à vous, nos très chers spectateurs, que vous pouvez faire un don pour le Roll-Event sur rollevent.fr et que, comme c'est un don à des associations caritatives, vous pouvez déduire ensuite 66% de votre don de votre impôt, enfin de vos impositions. Voilà. Donc, premier point là-dessus, pourquoi est-ce qu'on joue à se faire peur? Pourquoi est-ce qu'il y a du plaisir à ça? Est-ce que c'est une catharsis? Est-ce que c'est autre chose? Christian, je ne sais pas si c'est une main levée ou si c'est juste un geste mécanique de la main, mais si tu veux prendre la parole, je t'en prie, vas-y. Moi, je crois que ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai acheté le premier recueil de scénarios de l'Appel de Cthulhu qui est sorti, alors que jusqu'à présent je jouais à Donjons et Dragons, heu, c'est la qualité des intrigues et de la narration. Heu, je ne veux pas cracher sur Donjons et Dragons et je sais que comme j'ai arrêté de jouer en médiéval fantastique il y a des années, beaucoup de choses sont arrivées depuis et puis il y a eu Warhammer, des campagnes extrêmement construites. Mais on va dire que dans les premiers scénarios de ces années-là ou les campagnes, même s'il y a une intrigue, on a un côté du style, il y a une vieille tour qui a abandonné près du village et il y a une jeune fille qui a disparu, il y avait une potion, on vous donnera 30 pièces d'or si vous la retrouvez, donc vous montez là-haut, vous descendez, vous trouvez quelque chose, ça avance. C'est un cheminement sur un territoire, vous allez d'une pièce à une autre, et cetera. L'appel de Cthulhu, comme l'ont dit certains, c'est une création en oignon. Il y a ce qui s'est passé, on a trouvé un cadavre, derrière un speakeasy et cetera. Il y avait quelque chose de bizarre. On creuse, on se rend compte qu'il y a des trucs, que ce personnage avait des liens avec, l'église, baptiste qui a été fermée il y a des années. On va chercher là-dedans, puis on va chercher, dans les archives du coin. On se rend compte que le frère de ce type est interné à l'hôpital d'Arkham
depuis 5 ans, il faut un tas de difficultés avec les flics et les trucs pour que l'un d'entre vous se fasse passer pour un médecin ou se fasse employé comme infirmier de nuit pour pouvoir lui parler et voir qu'avec son caca, il trace sur les murs de sa chambre des sigles, etc. Il y a une intrigue qui est extrêmement complexe. Et moi, je me souviens quand, en tant que maître de jeu, puisque c'était Dungeon Master, j'ai lu les premiers scénarios, je me suis dit, waouh! Mais je pouvais pas attendre. Je me disais, mais qu'est-ce que mes joueurs vont prendre dans la gueule? Mais pas dans le sens méchant du style, je vais leur enlever des points, mais c'est hyper riche. C'est des scénarios qui sont hyper bien construits. Mais moi, j'ai plein d'amis à Chaosium, etc. J'ai travaillé avec eux, j'ai travaillé sur Horreur sur l'Orient Express. Et quand je leur parle de jeux de rôle, moi qui suis romancier, publié, ils me disent, tu critiques nos scénarios comme si tu faisais une critique d'un roman. Parce que pour moi, c'est aussi dense qu'un matériau romanesque. C'est vraiment, excusez-moi, mais c'est super bien écrit, la plupart des campagnes. Et comme c'est super bien écrit, on a des personnages qui sont hyper riches et on peut, en tant que keeper, en tant que gardien des arcanes, en tant que maître de jeu, on peut les faire vivre. Je donne un exemple. La plus grande campagne de ma vie, c'est Beyond the Mountains of Madness, par-delà les montagnes hallucinées. Or, c'est une campagne qui se passe pendant une expédition en Antarctique et beaucoup de gens qui ne comprennent pas la campagne disent « mais c'est vachement lent, c'est vachement long, il y a tout un tas de séquences au départ super chiantes où il faut préparer la liste des choses qu'on va amener dans l'expédition, vérifier que les cartons et les caisses correspondent bien à ce qu'il y a sur le listing et tout. » Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une expédition antarctique, une fois que tu es parti, si tu as mal fait tes caisses, tes trucs et tout, ça va te manquer à un endroit où tu ne peux pas juste aller au drugstore. Et donc, j'ai jamais ressenti avec les personnages avec qui je jouais, il y avait Maxime Chatham et d'autres, une telle tension parce qu'on était dans quelque chose qui était hyper réaliste. Et que surtout, là où certains disent « ah ben non, moi je suis allé vite et je suis allé à la fin au moment où il y a vraiment les grands anciens et tout, on va vite, parce que je n'allais pas me faire chier avec 60 PNJ ». Sauf que ce n'est pas 60 PNJ, c'est 60 personnes qui sont sur le bateau et qui sont chacun un être humain. Or, ce que j'ai appris en tant que joueur de l'Appel de Cthulhu, en tant que maître de jeu de l'Appel de Cthulhu, en tant ensuite que scénariste et en tant que romancier, c'est que, je vous le donne en mille, personne n'imagine être un personnage non-joueur ou un personnage secondaire. Chacun de nous quatre, là, assis, nous pensons que nous sommes le personnage principal de notre propre histoire. Et tous ceux qui sont en train de nous écouter, c'est la même chose. Chaque personne est un personnage principal. Et donc, quand vous jouez à l'Appel de Cthulhu, vous avez la possibilité de faire en sorte que le steward, le capitaine, le sous-capitaine, l'employé péruvien qui nettoie le pont, tous ces gens, vous pouvez leur donner une existence. Et à partir du moment où vous leur avez donné une existence, quand vous êtes sur la glace et que ça commence à merder, vous n'êtes pas du tout dans le truc du style j'ai un servant avec moi, je vais le faire passer dans la pièce avec le mimique. S'il survit, moi j'irai. Non, non. Vous êtes avec des humains et la blessure, la folie, la mort ou la perte de l'un d'entre eux, vous le ressentez profondément parce que ce personnage, vous l'avez apprécié en tant qu'humain. Et il n'y a pas beaucoup de jeux, à mon sens, qui permettent ça. Voilà. Bah, c'est excellent, ça résonne énormément dans mon expérience personnelle, donc merci pour ça Christian. Nicolas, je sais que ma langue brûle, hein, d'intervenir, mais je sais Nicolas que tu voulais intervenir. Ouais, 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 parce qu'effectivement, ce que tu dis, je trouve ça tellement juste. En fait, il y a le côté, alors moi, j'ai pas tant enfin, si j'ai joué à l'appel, mais longtemps, mais en fait, j'ai jamais réussi à m'approprier une campagne. Donc toujours, faire des créations originales, parfois en réécrivant, mais on en parlera après de ce rapport-là à l'écriture, dans le mythe. Mais le côté
moi, ce que je trouve fascinant dans dans son rapport au jeu de rôle, c'est qu'en fait, vu que tu fais de l'enquête, vu que il y a cette espèce d'archéologie, on va essayer de découvrir le mystère, bah, en fait, tu peux pas, mettre des grandes flèches et dire: «C'est par là». Tu dois laisser de la place au aux détails, au superflu et peut-être que c'est le bruit de la poignée de la porte qui est l'indice et en fait, du coup, c'est un jeu qui, recrée une expérience du réel, il y a un côté vraiment, démiurge, dans le rapport au jeu et en fait, ça donne une expérience de jeu très singulière, pour les joueurs et pour le meneur parce qu'il ne sait pas comment ça va se passer et ouais, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que, pour m moi, j'ai un peu ça, avec les autres auteurs du jeu, quoi, sur notre grande campagne. C'est on a préparé un truc, on a préparé notre ville, on a notre masse documentaire, on a nos centaines d'articles de journaux et les joueurs, bah, ils vont pas savoir de quel côté tirer, mais en fait, l'idée, c'est voilà, il y a un papier peint, on va retirer des lambeaux et en fait, il y a cette possibilité d'action pour le joueur, hem, qui est fantastique et c'est vrai que ça, on l'a pas, enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas eu, dans Donjons& et Dragons ou dans les jeux où il y a pas cette, vulnérabilité des personnages, qu'elle soit physique et psychologique et où il y a pas ce cadre réaliste qu'on va faire sauter parce que l'idée, c'est qu'il y a quelque chose derrière le réel. Mais pour que moi, c'était pareil, ma prof de quatrième qui nous avait fait l'explicitation classique en français. Oui, bah, voilà, le fantastique, il y a toujours le doute entre l'explication rationnelle et l'explication non rationnelle. Et bah, le Cthulhu, ça se prête bien à ça. Est-ce que c'est pas les personnages qui sont fous? Et du coup, il y a cette espèce de vertige, et c'est pour ça que l'appel effectivement, ça a porté un flux, et je pense qu'il y a de ça chez Lovecraft aussi. En fait, je pense que l'appel continue le côté de Lovecraft dans le côté, et ensuite je vais clore, sur ce sujet-là, mais sur le côté, en fait, œuvre collective, tu vois? Le côté dans le fanzine, il y a le côté, bah, voilà, Lovecraft, il va partager avec d'autres auteurs et d'autres auteurs vont se réapproprier la chose et la continuer et comme c'est un indicible, de toute façon, c'est pas grave que ça soit réinterprété et un peu modifié et au justement, ça fait une espèce de mythographie collective et le jeu de rôle, je trouve qu'il se prête particulièrement bien à ça parce que justement, chacun qui va jouer la grande campagne va jouer sa version. Et voilà. Alors, Christian, je sais que tu veux intervenir, je te donne la parole dans un instant. Moi, ce que vous dites, ça me fait penser à la qualité que Samuel Beckett attribuait au livre d'Emmanuel Bove. Il disait qu'il avait le sens du détail touchant et que le détail renseignait sur le tableau général. Avec l'appel de Cthulhu, on peut dire ouais, que le diable est dans les détails. Christian, je te... Oui, alors deux choses sur la création à plusieurs. Moi, j'ai été un des créateurs de Terreur sur Orient Express et avec mon ami Richard Watts qui est en Australie, nous avons créé un personnage que je ne nommerai pas pour ne pas spoiler, mais qui est un personnage monstrueux qui est là, qui est repris 25 ans après par Mark Morrison dans Reign of Terror qui se passe à la période de la Révolution française. Et je trouvais ça extraordinaire, un peu comme Lovecraft avec Derleth et d'autres qui ont suivi après, Brian Lumley. Notre enfant, que nous avons créé, Richard et moi, il existe maintenant comme une espèce de grand monstre ou de grand ancien que les gens peuvent se réapproprier au fil des époques et je trouve ça fabuleux. Et autre chose, puisque j'ai eu la chance de connaître Greg Stafford, Sandy Peterson, Lynn Willis, les gens qui ont créé Chaosium et qui ont créé l'Appel de Cthulhu. Un jour, Lynn Willis me disait, dans les masses de Nyarlathotep, à un moment, dans la campagne, quand ils sont en Égypte, les joueurs peuvent trouver un jeune orphelin égyptien qui est là et qui, pour quelques dirhams, va les amener à droite, à gauche, etc. Et il dit, en fait, le problème, c'est que quand ils partent de là, soit ils peuvent le laisser, si j'ose dire, continuer à crever dans la rue, soit ils peuvent... c'est souvent dans les campagnes, les gens ont envie de l'adopter. Mais l'adopter, ça veut dire que ce gamin qui a 13 ans, qui les suit, ben, il est en danger puisqu'il est avec eux et qu'ils font face à des choses terrifiantes. Et il dit, en fait, l'appel de Cthulhu, c'est ça.
c'est ce détail-là, c'est qu'est-ce que vous faites de cet enfant? Est-ce que vous cassez les liens affectifs que vous avez avec lui en disant allez, on lui donne des billets et puis il se démerdera, il vivra sa vie ici? Ou est-ce qu'on l'emmène avec nous en se disant mais peut-être que quand on rentrera à Boston, il pourra aller à l'université et tout, mais entre-temps, il a pas mal de chances de se retrouver écrasé par Shub-Niggurath ou autre. Et il dit c'est là, en fait, dans l'appel de Cthulhu, les personnages se sacrifient parfois pour ce détail qui est l'humanité. C'est-à-dire, ils se sacrifient parfois pour des gens dont ils ne savent rien. Et ça, par rapport à je vais aller au château parce que je vais revenir avec un coffre plein d'or, pour moi, ça fait une sacrée différence. Merci pour cette intervention. C'est super intéressant, ça me rappelle aussi cette distinction qu'on fait, classiquement, et je sais qu'il parlera à l'une de nos téléspectatrices, entre, le play et le game. Dans l'appel de Cthulhu, plus encore qu'ailleurs, il y a une dimension non conflictuelle et je crois on a perdu Christian. On a perdu Christian. Maxime, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? D'abord quelques réactions. Phoenixan qui dit: «Je t'aime Maxime», voilà. Et et Lalili 13 qui dit qu'elle se retrouve parfaitement dans les propos, de Nicolas, et qu'elle a voulu, procéder comme toi dans le scénario qu'elle a écrit ou qu'il a écrit, je sais pas, j'imagine elle, pour les Utopiales. Donc Maxime, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter? Alors, je vous avoue que là, je suis pas dans ma zone de confort sur le jeu de rôle, puisque je ne suis que joueur, et de temps en temps. Mais pour ce que vous disiez, je pense que l'aspect très cryptique des écrits de Lovecraft permet surtout une appropriation par les MJ et par les joueurs, parce qu'on lui donne tous les éléments dont il a besoin pour aller là où il veut, et en même temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup d'auteurs qui s'approprient Lovecraft après, mais en même temps, on a des choses très précises, mais qui ne nous apportent rien, puisqu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour y aller. Donc, c'est un peu la porte ouverte construite, j'ai envie de dire, c'est que on a les bases, et ensuite on peut creuser. Et moi, quand les parties que je fais, ou Phoenixienne, du coup, en question, et notre MJ, c'est toujours très agréable parce qu'on est toujours ancré dans quelque chose. On a un arbre de possibilités qui est rattaché à quelque chose. Et on peut aller creuser. Et c'est toujours un plaisir. Et je pense que la lecture de Lovecraft et les mythes qui ont été construits autour, par Derlès et par d'autres, se prêtent à l'appropriation. Et je pense que c'est pour ça que c'est un jeu de rôle qui fonctionne aussi très bien. C'est qu'on peut y aller, quoi. On peut le faire, et hors les mécaniques qui sont un petit peu propres au jeu, c'est toujours quelque chose de, je ne sais pas comment expliquer, quelque chose qui est ouvert, qui est construit, qui est ouvert, on sait où on va, mais comme l'a dit Christian, on peut recueillir un gamin. Bon, après, à voir ce que le MJ va en faire du gamin. Mais ça... Je prends la parole. Il semble que Christian a été banni dans un autre plan d'existence. Ah non, voilà, super. Super, il est de retour. Écoutez, donc merci hein, Maxime pour ta dernière intervention. Si ça vous va, je pense qu'on peut peut-être. Ah non, si j'ai une dernière chose à ajouter. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de JDR Lovecraftiens encore aujourd'hui? Autrement dit, pourquoi est-ce que Call of Cthulhu ou l'appel de Cthulhu, c'est pas assez? Pourquoi est-ce qu'il y a Gumshoe? Pourquoi est-ce qu'il y a Cthulhu Hack? Pourquoi, Nicolas, peut-être que c'est par toi qu'on peut commencer, pourquoi Horrifique? Pourquoi les chambres Tindalos? Enfin, qu'est-ce qui explique cette espèce de prolixité? Je sais pas si c'est le mot. Moi je pense que c'est parce que chacun a envie d'avoir la chose qui lui plaît. Et que Call of Cthulhu, c'est un très grand jeu. Il y a aucun doute là-dessus, et c'est le grand ancien, on va dire, du jeu de rôle.
euh, narratif, immersif. Pour moi, c'est un peu l'ancêtre de tout ça. Et bah, il y a des nouvelles générations qui veulent apporter leur manière de faire. Voilà, pour moi, c'est juste que à force de jouer en fait avec le BRPG, pour le dire simplement, ça ne nous convenait plus. Ça ne nous convenait plus. On voulait avoir quelque chose qui nous permette de modéliser l'attention du personnage et son rapport au sommeil de façon plus dynamique, parce que bah il y a eu le jeu de rôle a beaucoup bougé aussi. Nous on a nos propres besoins. Et donc je pense que en fait, c'est la fécondité des grands jeux que de porter des gens qui veulent venir à la suite. Et je pense que voilà, si on prend par exemple l'exemple de Horrific, qui est une proposition très différente en partage narratif, il y a de tout en fait. Et je pense que c'est qu'il y a un besoin et je pense que Call of Cthulhu en fait a délimité un champ qui est important dans la pratique du jeu et que bah voilà, il y a des expérimentations qui se font pour essayer de continuer à avancer. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ben, ça tombe bien parce que Christian veut la parole. Oui, alors moi j'ai pas. Alors moi le BRPG me convient parfaitement parce que je suis gardien des arcanes depuis plus de 40 ans maintenant, mais je suis toujours une brêle quand il s'agit d'apprendre un nouveau système de règles. Mes joueurs savent que je suis un gardien immersif, mais qu'il ne faut pas me demander trop sur les jets de dés, etc. Donc je continue avec ce système, mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est de pouvoir jouer à d'autres époques. Et par exemple, quand j'ai joué Cthulhu Invictus, qui se passe à l'époque romaine, je me suis dit, bon, ben, on va être là avec nos petits pagnes en métal et nos petites épées, et on va faire un peu du donjon et dragons avec des deep ones à Rome. Non, pas du tout. Je me suis retrouvé sous la plume d'Oscar Rios dans un monde dictatorial, sexiste, masculiniste, d'une extrême cruauté, qui est la Rome, si j'ose dire, qu'adorent les fascistes italiens, c'est-à-dire un monde dans lequel les hommes ont tout pouvoir, enfin les Romains ont tout pouvoir sur tout le monde, où ils peuvent détruire des gens, ce qu'on voit dans Rome de HBO, et c'était vraiment un choc immense. Là où je pensais qu'on allait, entre guillemets, comme je dis, rigoler avec nos petits glaives et nos petits boucliers, je me suis trouvé dans quelque chose d'une extrême noirceur. De la même façon, aujourd'hui, il y a Delta Green, dans lequel on peut jouer des personnages qui sont en lien avec les services secrets américains souvent et qui essayent non pas de comprendre ce qui se passe du côté de l'indicible, mais de fermer les portes, de faire en sorte que le monde continue à dysfonctionner comme il dysfonctionne encore un moment avant de disparaître, happé par les grands anciens. Et toute la paranoïa terrible qu'il y a dans Delta Green qui s'est réinventé après le 11 septembre et qui continue à se réinventer après Trump, c'est-à-dire dans un monde qui se disloque de plus en plus, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant. Voilà. Hop, un petit problème de célérité dans la réactivation du micro. Ouais, bah, écoute, merci pour ça. Je crois qu'on va clôturer là ce deuxième point avec peut-être juste une hypothèse perso. On l'a abordé, hein, mais moi, il me semble que ce qui plaît aussi autant et ce qui fait que le mythe de Cthulhu se prête aussi bien au jeu de rôle, c'est que c'est Lovecraft, mais c'est aussi tous ses suivants qui ont façonné le mythe. Hein. Frank Bankman Long, l'inventeur des chants de Tyndalos, Clark Ashton Smith, l'inventeur de Tsathoggua, Auguste Derleth, Robert Bloch, et tous les autres. Et Ambrose Bierce, à qui Lovecraft a repris Carcosa. Et dans le JDR, il y a quelque chose qui est un peu semblable, en fait. C'est-à-dire que c'est une co-construction d'une aventure, même s'il y a un gardien des arcanes qui mène le jeu. L'occasion pour moi, parce que je ne veux pas accaparer la parole, l'occasion pour moi de vous remercier parce que vous avez déjà donné plus de 300 € depuis le début de ce live. Donc, un grand merci à vous. Et voilà, je vous fais un petit
cœur avec les doigts. Et si jamais vous voulez... merci Nicolas. Et si jamais vous... Et merci Max. Merci Christian, bravo, vous êtes magnifique. Et si jamais vous voulez donner et soutenir les associations, c'est rollevent.fr. Vous pouvez aussi soutenir en achetant des goodies sur la boutique solidaire. Troisième et dernier point, où Maxime, tu vas pouvoir sortir de ton long mutisme, jouer avec Lovecraft les défis de la représentation de l'irreprésentable. Alors, premier point, comment est-ce qu'on représente l'horreur? Maxime, je te laisse avec cette question un peu floue, vertigineuse et terrifiante. C'est une fin de carrière pour moi, parce que la question est monumentale, bien sûr, mais non, c'est tout le jeu de représenter l'horreur. Je pense que quelque chose qui est primordial, c'est pas de représenter l'horreur, c'est de représenter la peur. Et pour ça, quels artifices on va utiliser pour aller chercher le lecteur ou le spectateur et pour lui transmettre une émotion. C'est ce qui est primordial, et je pense ce qui fait que Lovecraft fonctionne aussi très bien, c'est qu'il arrive à taper dans nos peurs les plus profondes. Tout à l'heure, en message privé, j'ai voulu rebondir et j'ai pas osé, mais Nicolas, tu parlais, si je dis pas de bêtises, de la grippe espagnole pour les Chantandalos. Et cette idée de transmettre quelque chose à un lecteur, il fonctionne chez Lovecraft. Si on veut le relier à des principes, des principes philosophiques et psychologiques connus, on peut citer, je pense, à juste titre, L'ombre de Jung, qui représente très bien ça, et L'inquiétante étrangeté de Freud, où les deux se répondent un petit peu chez Lovecraft, dans le sens où il va chercher au plus profond de nous, dans quelque chose qu'on connaît déjà, ou qu'on pense connaître en tout cas, ou quelque chose avec lequel on est familier, pour aller nous faire peur. Ce que questionne Lovecraft en permanence, c'est notre petitesse. Bon, aller représenter la petitesse de l'humain, que ce soit au cinéma, en bande dessinée, en musique, peu importe, c'est quand même assez compliqué. Donc il faut utiliser les mêmes artifices que lui le fait. C'est que lui, il a sa boîte à outils. Sa boîte à outils, c'est l'écriture. Et il utilise tout ce qu'il a avec l'écriture pour nous transmettre ça. Moi, je peux surtout parler en bande dessinée, mais dans l'adaptation de manière générale, je pense que ce qui fait une bonne adaptation, c'est pas forcément d'aller creuser dans la fidélité la plus pure pour nous faire peur avec l'histoire et le récit, c'est plutôt d'aller chercher par notre boîte à outils à nous créatifs tout ce qu'on peut faire et traduire les outils que Lovecraft avait en écriture vers les outils qui sont propres à notre médium. Et par ces outils-là, et la réappropriation, arriver à faire peur au lecteur, si le but c'est de lui faire peur, ou de le faire se sentir petit. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense que si, c'est pas mal, c'est très intéressant. On reviendra peut-être sur cette question du jeu entre le figuratif et le non figuratif quand on évoluera dans la discussion. L'occasion pour moi de vous dire que Torquemada84 se réjouit de la présence de l'excellentissime Monsieur Lehmann avant même de dire bonjour. Donc voilà. Voilà. Est-ce que tu es à la hauteur de cette réputation, Christian? Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? Comment est-ce qu'on représente l'horreur? Alors, en tant que romancier, non, parce que j'ai écrit des romans contemporains, j'ai écrit des livres de fantasy ou de fiction, mais pas l'horreur en tant que telle. Je peux dire ce qui me touche, c'est d'avoir l'impression, quand je rentre dans une bande dessinée ou un film ou une série qui parle d'horreur, c'est d'être comme un personnage dans un jeu de rôle Lovecraftien, d'avoir l'impression que d'abord, il y a une première pièce dans laquelle je rentre. Oui, bon, ok, j'ai déjà vu ça et tout. Et puis, je vais peut-être aller voir où sont les toilettes. Donc, je passe dans le corridor et j'ouvre une porte et c'est pas du tout ce que je m'attendais à trouver. Je passe dans autre chose, etc. C'est d'avoir l'impression de tomber à l'intérieur de l'œuvre. C'est ce qui m'arrive dans
comment s'appelle cette série de Joe Hill, qui est le fils de Stephen King, qui est La Maison des Clés. Lock and Key. Pardon? Lock and Key. Lock and Key, voilà, etc. Ou bien des séries comme sur Netflix, Archive 51. J'ai l'impression que... Et en fait, derrière, il y a un monde immense derrière ce que moi, je croyais n'être qu'une simple et unique porte. OK? Et lorsque des auteurs comme Alan Moore, que j'ai eu la chance d'interviewer dans un autre siècle, au moment où il écrivait, où il venait de finir Watchmen, quand il s'approprie Lovecraft, il le transforme complètement, mais j'ai l'impression de rentrer dans un univers complet. Quelqu'un a dit tout à l'heure, Torquemada justement, qui a extrêmement bon goût, une adaptation, c'est une bonne trahison de l'œuvre d'origine. Bah, c'est le cas chez Alan Moore, c'est le cas chez beaucoup d'autres. Je pense que, je crois qu'il s'appelle Gutanabe, je dis pas, qui fait l'œuvre de Lovecraft en manga. Il suit l'intrigue, et en même temps, il s'est approprié complètement les personnages, la manière de découper, le noir et blanc, etc. J'ai vraiment l'impression de rentrer chez quelqu'un. François Barranger, quand il fait ces immenses panneaux qui sont vendus en affiches, entre autres, sur l'appel de Cthulhu, ou les montagnes hallucinées, alors on va dire c'est purement figuratif, un tout petit avion devant d'immenses montagnes, etc., fait naître en moi une émotion qui est ce que, je ne sais pas comment dire en français, ce que les Anglais appellent awe, A-W-E, c'est-à-dire, c'est même pas de l'admiration, j'ai l'impression d'être absolument minuscule par rapport à la puissance artistique de ce qu'il a créé. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un me raconte pour la 100 millième fois l'histoire d'un type qui s'est arrêté à Innsmouth et qui essaye d'en sortir. J'ai envie à un moment d'avoir l'impression que je suis, en lisant cette BD, le type qui essaye de sortir d'Innsmouth, c'est-à-dire de ressentir en moi-même cette inquiétante étrangeté, cette inquiétude. Alors, comme je ne sais pas dessiner, comme je ne sais qu'écrire, je ne sais pas du tout quels sont comme dit Maxime parlait de la boîte à outils. Je ne sais pas du tout quelle est la boîte à outils de l'illustrateur, du dessinateur, du peintre pour faire ça. Je sais juste que c'est réussi pour moi quand la réalité dans laquelle je suis disparaît autour de moi. Ce qui n'est pas le cas quand je lis le dernier Astérix, que je trouve plutôt pas mal, et j'en ai trouvé des très très bien, mais je sais que je suis en train de lire Astérix. Quand je lis une bande dessinée d'inspiration Lovecraftienne, horrifique, Gutanabe, Alan Moore, etc., Jason Burroughs, je suis dedans complètement. Je suis dedans complètement, comme quand je suis dans Archive 51. Donc, il y a quelque chose dans l'ordre de l'appropriation, avec des choses qui parfois, des façons de raconter l'histoire, et des choses qui n'existaient pas même au temps où Lovecraft écrivait. En particulier, la sexualité peut être montrée dans les bandes dessinées, dans les séries télévisées aujourd'hui d'une manière extrêmement crue et sale, au sens où Lovecraft fait du sale, d'une façon qui lui aurait été totalement étrangère. Ce qui est le cas un petit peu dans Archive 51. Il y a un sous-texte érotique hyper malaisant que Lovecraft n'aurait pas pu créé parce qu'il était lui-même trop mal à l'aise avec la sexualité. Voilà. Merci Maxime. Je sais que tu voulais peut-être nous montrer, hein, tu m'avais parlé de ton admiration à la fois pour Barranger et Gutanabe, dont Christian vient de parler, mais également pour un auteur peut-être qui est un peu moins connu et qui fait moins dans le figuratif, Breccia. Donc je ne sais pas si tu veux partager hein, peut-être certaines des œuvres de ces auteurs-là ou de Breccia en particulier. Je te laisse la parole en tout cas. Oui, carrément. Je peux partager mon écran si tu veux pour illustrer mes propos. Go for it. Mais à fond, je pense que là, on a parlé de Gutanabe,
qui, pour le coup, lui, respecte parfaitement l'idée de ce qu'on attend d'une adaptation fidèle. Alors, je ne sais pas si, tac, vous voyez mon écran, mais j'aimerais du coup vous parler de Breccia. Et Breccia, c'est un auteur de bande dessinée argentin qui est, pour le coup, vraiment... lui, la boîte à outils, il y est, quoi, il l'a cherché. Et l'idée de Breccia, dans les années 70, alors je crois que c'était en 74 qu'il a commencé, ça a été de sans cesse défi un petit peu fou d'adapter Lovecraft. L'idée qu'il avait derrière, c'était surtout d'expérimenter et de préparer des transitions vers ses travaux futurs, où il va expérimenter la bande dessinée et le médium bande dessinée par tous les moyens possibles. Là, sur les illustrations que je vous montre, alors c'est une page qui vient je crois que c'est son adaptation du Monstre sur le Seuil, et il nous montre du coup le protagoniste qui se balade dans l'autre monde, qui voit, et pour nous représenter tout ça, il utilise différents moyens techniques. Alors ça, c'est des très bons scans que j'ai pu avoir grâce au musée de la bande dessinée d'Angoulême. Je peux zoomer à peu près à l'infini dedans et on peut voir les jeux de texture. C'est quasiment de la sculpture, son dessin à ce niveau-là. Il va chercher complètement toute la figuration et en même temps, c'est quasiment de l'iconographie, c'est qu'il nous montre la silhouette et du flou. Mais ce flou-là, il nous permet à nous de s'approprier, comme le fait Lovecraft en nous mettant une surenchère d'adjectifs, de s'approprier quelque chose. On a des clés. Il nous dit, Lovecraft, que l'esprit humain ne peut pas représenter ce qu'il nous montre. Ok, très bien, mais si on ne peut pas s'imaginer ce que tu nous montres, est-ce qu'on peut l'illustrer? Breccia, c'est le défi qui s'est lancé de façon beaucoup moins traditionnelle, j'ai envie de dire, que le fait un Tanabe ou un Baranger, qui, pour le coup, c'est pas par lacune de dessin, puisque Breccia est un excellent dessinateur au même titre que les deux précédents, mais c'est dans une volonté de faire ressentir quelque chose au lecteur qui dépasse l'illustratif et le figuratif. On est presque dans du subliminal. Hop, je vais voir si je peux aller chercher. Tac. Ça, par exemple, je ne sais pas si vous arrivez à avoir les deux images. On voit bien, mais si tu peux zoomer un peu, ouais, parfait. Ouais. Hop. Ici, à gauche, c'est la représentation de Cthulhu par Breccia, et ici, c'est la représentation de Cthulhu par Tanabe. On est vraiment dans le même point de départ, c'est-à-dire une créature a priori avec des tentacules, mais là, et là c'est purement du ressenti personnel, j'ai moins peur dans ma lecture parce que je vois ce qu'il nous montre, je comprends, mon cerveau comprend ce que je vois. Mais ici, je ne sais pas ce que je suis en train de regarder. Et c'est ce flou-là, presque dans l'art brut, qui va chercher profondément, au plus profond du lecteur. Tout à l'heure, on parlait de l'ombre de Jung. C'est un peu l'idée. C'est que là, je vois quelque chose, je ne suis pas capable de comprendre ce que je vois. Au même titre que le lecteur quand il découvre Cthulhu dans la nouvelle. Hop. Si je vais chercher dans ma boîte à outils en bande dessinée, ça aussi c'est Breccia. Et là, on adapte encore une fois Lovecraft avec une nouvelle façon de représenter. On est dans du collage de papier, on est dans de l'encre qui coule, on est dans un petit peu de dessin. C'est après, c'est quelques années après, c'est la page que je vous ai montrée juste avant. Mais entre ça et ça, c'est le même auteur, c'est le même sujet, c'est simplement une nouvelle façon de nous faire ressentir à nous, lecteurs, ce que Lovecraft nous décrivait. Il est plus simplement dans le fait de raconter l'histoire que Lovecraft nous dit, il est dans l'idée de nous faire de nous transmettre ce que vit le lecteur, quoi. C'est l'objet bande dessinée tel qu'on nous le présente ici, c'est au même titre que les mots de Lovecraft, c'est quelque chose qui est fait pour nous faire ressentir le récit. On ne nous le présente plus. Et je pense que c'est avec toutes ces choses qui sont un petit peu abstraites, je pense, pour le lecteur qui est un petit peu moins averti sur l'auteur, ça peut
d'abord être déstabilisant, mais surtout, ça peut nous servir de moteur pour, comme le disait Christian, se sentir à la place du héros. On vit complètement le récit. Quand on nous montre quelque chose qui n'est pas dans la figuration et qui n'est pas représentatif au sens brut, on essaye de comprendre et le cerveau fait le travail. Je pense que Breccia, à titre purement personnel, c'est ce que je défends dans la thèse, je pense que Breccia est la personne en bande dessinée qui a le mieux adapté Lovecraft. C'est pas forcément le plus fidèle, mais c'est celui qui a capté l'essence même de Lovecraft pour nous faire sentir, nous, lecteurs, comme le héros. Là où des Gutanabe, qui sont d'excellents dessinateurs, c'est un excellent auteur, mais Gutanabe, c'est quelqu'un qui est dans la représentation, plus que dans le ressenti. Ici, on mise beaucoup plus sur le ressenti, et je pense que les deux sont pas du tout... ils peuvent parfaitement aller ensemble. On peut être et fan de Tanabe et fan de Breccia. Ils nous représentent le même sujet, et comparer les deux, c'est génial. Merci Maxime pour cet exposé détaillé et hyper instructif. Nicolas, je sais que tu voulais rebondir, mais juste avant ça, déjà je vais te demander d'être rapide parce qu'on s'approche de la fin. Juste avant ça, Maxime, peut-être que tu peux nous montrer toi ce que tu fais, hein, si t'en as envie. Moi, si vous voulez voir ce que fait Maxime, je vous conseille d'aller sur le compte Bones-Insta et vous verrez les productions de Maxime. Voilà, j'espère ne pas te faire rougir, Maxime, en disant cela. En tout cas, Grim Jagas a trouvé ça magnifique, ce que tu nous as présenté. Et Torquemada, Torquemada 84, toujours lui, après avoir réclamé son admiration pour Christian, nous dit que c'est comme, en fait, la lecture d'une partition par un chef d'orchestre ou par un autre. On reconnaît l'œuvre d'origine, mais on reconnaît également la tonalité personnelle que ça prend sous la baguette de l'un ou de l'autre. Nicolas, Oui, j'y vais. Ouais, en fait, j'ai vraiment apprécié ces images et le discours qui les accompagnait. Et en fait, ça correspond aussi à ce que tu disais, Christian. Je pense qu'il y a un truc qui est extrêmement important chez Lovecraft, c'est l'effet qu'il produit. C'est que c'est pas seulement des mots, c'est qu'il touche du doigt, en fait, une corde un peu essentielle de nous les humains, quoi, qui est ce sentiment de petitesse face au sublime, quoi. C'est la puissance de la nature qui peut nous écraser, c'est la tempête en face de laquelle on est, c'est la grandeur de la montagne, et c'est en même temps le gouffre devant lequel on est quand on se confronte à la famille, à la sexualité, à tout ce sur quoi on n'a pas de prise. On ne peut pas avoir une prise complète. Et justement, c'est ces trucs, tu vois, où il y a des choses qui vont être éclairées, et en fait, on doit compléter l'image. Et c'est à nous, en tant que récepteurs de l'œuvre, de la compléter. Et il va donner, tu vois, Lovecraft, plein de mots, toujours une qualification par le négatif, comme tu disais tout à l'heure, Damien. Et en fait, il y a cette espèce de truc gigantesque qui est derrière, et c'est nous qui le complétons en tant que récepteurs. Et le jeu de rôle est justement très intéressant de ce côté-là, parce que justement, il met des réceptions les unes en face des autres. Les joueurs, en fait, avec le meneur, ils reçoivent la même chose et ils partagent, et aussi ils revivent les grands classiques, les grandes campagnes qui sont rejouées, réinterprétées, et que ça fait une espèce une culture, quoi, dans le sens même le plus biologique du terme, quoi, des petits champignons, voilà, quoi. Et donc, voilà, voilà ce que je voulais dire à chaud et de façon un peu à l'emporte-pièce. Merci beaucoup. Je veux rebondir là-dessus. Simplement, d'abord, Grim Jagas demande ton Insta, Maxime. Donc, tu me détrompes si c'est pas ça. Bones-bas, donc tiré du 8 Insta. Voilà. Mais ce que tu dis, Nicolas, et ce sera peut-être le dernier point, ça me fait penser que l'horreur Lovecraftienne, ce qui marche, c'est qu'on est, dans la différence entre l'angoisse et la peur. Je reprends le vocabulaire de Sartre. Sartre dit la peur, c'est devant un objet déterminé. Il y a un ours qui me fonce dessus, j'ai peur. Et l'angoisse, c'est c'est le monde lui-même qui est inquiétant. Donc je sais pas, par exemple, je rentre chez moi, la porte est ouverte. Ce qui me fait peur, c'est pas
l'objet lui-même. La porte en elle-même, elle fait pas peur, mais c'est ce que ça me laisse soupçonner. Et donc tout ce vocabulaire, l'immonde, je sais pas, l'immonde, l'indicible, le non-euclidien, ce qui fait peur, ça fait pas précisément peur, mais ça nous angoisse sur le monde et les ontologies différenciées que ça laisse soupçonner. Est-ce que, ouais, donc Maxime, un dernier mot peut-être, et ensuite peut-être qu'on fait un dernier tour de table avant d'aller à la conclusion, parce qu'on doit hélas rendre l'antenne. Oui, je rebondis très vite sur ce que tu as dit. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Christian et Nicolas. C'est aussi très représentatif de Lovecraft, c'est sur la peur de l'inconnu. Lovecraft, il joue là-dessus. C'est la peur de l'inconnu et sa misanthropie vient de là aussi, son racisme vient de là aussi. Il a peur de ce qu'il ne connaît pas et il veut nous le montrer. Et pour ça, il utilise tout ce qu'il peut pour nous effrayer avec des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi pour ça du coup que la représentation de Breccia marche très bien. C'est que je ne sais pas ce que je regarde, donc je peux en avoir que peur. Merci Christian, peut-être un dernier mot? Non, je crois qu'on a fait le tour, on a parlé d'énormément de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses. Ce qu'il y a avec Lovecraft, c'est que moi, ça fait tellement longtemps que je joue à l'Appel de Cthulhu et Delta Green. J'ai une telle collection de scénarios et de campagnes. J'ai fait quasiment toutes les grandes campagnes de Chaosium, que je connais mieux l'Appel de Cthulhu et cet univers à travers la recréation à plusieurs qu'en a fait Chaosium et les auteurs dont j'ai fait partie. Elle est donc protéiforme et c'est une création à plusieurs, que Lovecraft en lui-même. J'ai envie de dire que quand je me retourne vers Lovecraft en lui-même, je suis désolé les gars, mais parfois je sens un petit peu les années 20, les années 30. J'ai une amie, Calimero, qui avait fait un thread de lecture sur Twitter de Lovecraft. Elle avait lu Le Festival à une autre nouvelle, et elle l'avait lu pas en s'en moquant, mais en montrant le côté drôlatique d'expressions qui sont en elles-mêmes. Voilà. Et c'était une lecture déconstructrice où je veux dire, j'ai été plié de rire pendant la demi-heure où je l'ai lu. Ça m'empêche pas de reconnaître que Lovecraft a été moteur dans ma vie, que c'est probablement un des 5 ou 10 auteurs qui a représenté quelque chose de plus important à travers ce qu'il a modifié dans le cours de mon existence, en tant qu'écrivain, en tant que romancier, en tant que scénariste, en tant que joueur, etc. Et en même temps, mon Lovecraft, c'est un Lovecraft à plusieurs de Chaosium, dont, comme je l'ai dit, des auteurs LGBT, homosexuels, racisés, qui, voyant ce qu'il y avait d'extrêmement problématique chez lui, ont pris ce qu'il y avait, cette gangue de peur, de trucs et tout, et en ont refait quelque chose. Donc, je ne sais plus aujourd'hui si je suis tellement fan de Lovecraft ou de ce qui a été créé par notre communauté, j'ai envie de dire, organique, de joueurs, d'illustrateurs, de dessinateurs, à partir de ce qu'il avait été fait. Donc, Papy avait plein de défauts, il était extrêmement fermé sur lui-même, il était raciste, c'était mieux avant. Si on l'avait eu à table à Noël, il aurait plombé le repas, mais on le remercie quand même d'avoir été là. Voilà. Merci pour ça, c'est un très bon point et un paradoxe intéressant. Et puis c'est vrai que les auteurs Lovecraftiens aujourd'hui, je sais pas, je pense, enfin les plus connus, je pense à Jordan Peele ou à Stephen King, sont des progressistes. Hein, donc Stephen King, c'est l'un des boucs émissaires favoris des fascistes, par exemple. Nicolas, un dernier mot, peut-être. Non, j'avais l'intention de laisser d'abord la parole à Maxime. Après, je peux aussi dire mon dernier mot et ensuite te laisser rebondir, Maxime. Modérateur, qu'est-ce que je fais? Vas-y, dis ton dernier mot et Maxime aura le vrai mot de Le la vrai fin. dernier mot. Ouais, bon, bah, moi, je pense que effectivement, hein, Christian, t'as dit l'essentiel, quoi. C'est vrai que c'est le papy et que, bah, on est là, parce qu'en fait, c'est un truc qui a été réapproprié. Ça a donné des fruits, qui sont nombreux et dans l'héritage, bah, il y a des trucs, qui sont pas propres. Mais bon, voilà, on le porte et faut pas le passer sous silence, quoi. Faut, au contraire, le confronter
le dépasser et dire que bah ouais, il y a des trucs dégueux, mais ça a permis à d'autres aspects de Lovecraft ont permis voilà cette espèce de foisonnement et cette richesse qui, à mon avis, va perdurer parce que maintenant, effectivement, moi, voilà, je n'arrivais pas à faire la différence entre est-ce que je vais commencer par le jeu de rôle, est-ce que je vais commencer par Lovecraft. Mais je pense que moi, je parlais avec un maître du jeu qui, il y a pas très longtemps, qui était. Enfin, tu vois, dans les trucs Lovecraftiens, il disait, mais moi, Lovecraft, je ne peux pas le lire, ça me fait chier. C'est pas un très grand lecteur, mais voilà, il est dedans, quoi. Et il est dedans, même si, et donc, voilà, je trouve que c'est chouette et bah voilà, moi je pense, j'essaye à ma modeste mesure aujourd'hui d'être d'apporter des nouveaux fruits avec le jeu concret www.chantindalos au pluriel .com. Il y a aussi une petite référence à Lautréamont, qui est un autre grand ancien. Et je pense que c'est ça la culture, quoi. C'est les trucs qu'il y avait avant qui nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et il faut jamais oublier effectivement la crasse qui nous a précédés et essayer d'être le moins crasseux possible à notre tour, quoi. De la crasse à la poisse hein, que tu mentionnais, Maxime, à toi pour le mot de la fin. Trop d'honneur. Je peux pas passer derrière ça. C'était deux interventions brillantes. Mais exactement, je pense que c'est ça, c'est la figure un petit peu du papy, Lovecraft. Mais moi, je pense, et c'est le constat que je me fais aujourd'hui, sur notre génération actuelle et les générations qui vont venir, je suis surpris de voir que Lovecraft est un petit peu connu. Ça y est, il est dans l'imaginaire collectif de tout le monde. Tout le monde connaît Cthulhu, a priori, dans la pop culture. C'est un élément, en fait, depuis qu'il est passé chez South Park, c'est bon, c'est de la pop culture. Mais pour autant, beaucoup de gens n'ont jamais encore lu Lovecraft, comme tu le disais, Nicolas, parce que c'est aussi une lecture qui est très difficile. C'est très daté, même pour l'époque. Lovecraft écrivait vraiment de façon particulière. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, comme nous, hein, c'est quelqu'un qui est fan d'auteur. C'est quelqu'un qui a digéré énormément et qui s'est réapproprié beaucoup. On peut parler de Poe, on peut parler de Maupassant, on peut en parler de beaucoup. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, Nicolas, c'est de notre devoir à nous, qui aimons Lovecraft, qui aimons l'univers qui découle de Lovecraft et qui l'a sûrement bien trop dépassé la façon dont il imaginait, de se réapproprier des codes. Et c'est aussi le rôle de l'adaptation. Le jeu de rôle est une adaptation, de perpétuellement moderniser et se réapproprier des codes pour faire perdurer l'œuvre, malgré ce qu'il en cachait. Eh bien, merci pour ça, Maxime. C'est le moment pour moi de tous vous remercier, de remercier le public. Alors, on n'a pas eu le temps, hein, Poulpe aux fraises, de parler de Maupassant, Torquemada de parler de Clive Barker, de remercier donc le public, de remercier les intervenants. Donc, merci Maxime, merci Nicolas, merci Christian, merci à vous tous pour votre solidarité et votre soutien. Si jamais vous voulez faire un don, je donne une dernière fois l'adresse du site www.rollevent.fr. N'oubliez pas que vos dons sont déductibles à 66% des impôts. Et pour le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te suivre, chacun d'entre vous, où est-ce qu'on peut te suivre, Christian ? On peut me suivre sur X avant que je m'en aille parce que Elon Musk pue sous les bras. Sur Blue Sky, sur christian-lehmann.org, dans Libération pour le journal de pandémie, parce que la grippe espagnole n'est toujours pas terminée. Puis voilà, quoi. Pour le moment, c'est ça. C'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup. Maxime, où est-ce qu'on peut te suivre ? Écoutez, vous pouvez retrouver mon travail majoritairement sur Instagram, @bones_insta. Alors, je vais changer de pseudo dans pas longtemps, parce qu'il y a un autre auteur de bande dessinée qui s'appelle également Bones. Il a déposé le nom avant moi. Bien joué à lui. Du coup, ce sera sûrement Lima-Insta, mais ce sera d'ici janvier. Et puis sinon, vous pourrez choper ma thèse et la bande dessinée d'ici quelques années. Il faut suivre l'actu sur Insta. Super, merci beaucoup Max. Et Nico, pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre ? Sur Blue Sky, effectivement, parce que Twitter, enfin X, ça devient un égout à ciel ouvert.
Sinon, pour l'actualité du jeu, on a un site internet, chant au pluriel, CHANTS de Tindalos.fr. Et en fait, on est aussi très actif, on est aussi sur Insta et Blue Sky depuis peu, mais surtout on parle sur Discord avec notre communauté. Et puis voilà. Merci à tout le monde et Fnugui. Merci à tous, merci à Chouba, merci à Rapsogai, merci à Lalili, merci à Poulpe aux fraises, merci à Torquemada, à Paul Petit, à Banane Bleue, à Grim Jagas et à tous ceux que j'oublie. Merci à la Fédération française de jeux de rôle. Et voilà, on vous laisse, on laisse le tapis aux étoiles à la Fédération française pour la cérémonie de clôture qui se tiendra à 18h.